D'abord, merci à tous, à chacun d'entre vous d'être venu ici ce soir dans cette réunion de soutien à la candidature de la France Insoumise et de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va commencer par constater que les voyants sont tous au vert. Alors, je ne parle pas des sondages, je ne parle pas des succès de YouTube avec la chaîne de Jean-Luc Mélenchon qui est en train de battre un certain nombre de records. Je ne parle pas non plus du succès de la vente de notre programme L'Avenir en commun qui est en tête des ventes dans les librairies et ce n'est pas fini puisque encore la vente militante continue. Je ne parle pas non plus de l'affluence à nos meetings qui débordent chaque fois où Jean-Luc Mélenchon est obligé de faire 2 meetings en un puisqu'il commence par parler à l'extérieur de la salle et ensuite il continue à l'intérieur. Donc, voilà. Et voilà. Donc, je ne parle pas de ces voyants, je parle de notre voyant qu'on ne voit pas, donc c'est pour ça que je vais le signaler. C'est que depuis le début de la campagne, où, comme nous n'avions pas encore les 500 parrainages, il a été collecté 1 million d'euros par des dons qui ont été donnés sur le site. Et c'est déjà une performance économique et financière intéressante parce qu'elle nous a permis de fonctionner en attendant d'avoir les prêts bancaires et les banquiers ne voulaient pas. Mais c'est surtout que c'est un peu la somme elle-même, mais c'est aussi la multitude de gens qui ont donné, qui ont participé et qui ont donné une moyenne de 20 euros chacun. Donc c'est un mouvement et qui exprime une tendance lourde, un mouvement de fond, qui explique les voyants verts que j'ai signalés précédemment. Alors on va rentrer un peu dans le programme L'Avenir en commun. Alors j'allais dire, ce programme c'est ma Bible, pas du tout. C'est même le contraire d'une Bible, parce que c'est un programme qui n'est pas arrêté, qui n'est pas figé. C'est-à-dire que tout au long de la campagne, dès ce soir et même au-delà, on peut encore intervenir, changer, modifier, améliorer les points qui méritent de l'être, et il y en a. Et moi-même, au cours de l'exposé que je vais faire, quand il y aura un point avec lequel j'estime que, non pas que je ne sois pas d'accord, mais qu'il n'est pas parfait, je vous le dirai. Je dirai, ben voilà, moi, sur ce point-là, je pense... Donc, tout le monde est invité à faire de même, soit ici, soit sur Internet, soit dans d'autres prochaines réunions. Le programme est quelque chose qui vit. Ce programme aussi, L'Avenir en commun, il est, pour qu'il ne soit pas trop cher et qu'il ne soit pas trop épais, sur certains sujets, il est un peu léger. Il n'est pas complet. C'est pour ça que nous avons sorti un certain nombre de livrets thématiques sur chaque sujet. Et ils sont en train d'être édités. Pour l'instant, il n'y en a qu'un ou deux qui est sorti. Il y a notamment la question sur l'agriculture, le livret sur l'agriculture qui est sorti. Mais là aussi, on peut encore les modifier, intervenir, améliorer. C'est quelque chose qui est un processus qui se poursuit pendant la campagne électorale. Ce n'est pas simplement un endroit où on vient écouter, apprendre par cœur un programme. On est là pour s'approprier le programme d'une manière critique, pour l'améliorer partout où c'est possible. Alors, ce programme est fait pour répondre à la crise que connaît non seulement notre pays, mais l'Union européenne et même la planète tout entière. Et on sent bien que cette crise actuelle n'est pas une crise conjoncturelle, momentanée, dont il suffira quelques replâtrages à la marge. C'est une crise d'un système tout entier. Et pour sortir de la crise de ce système, il n'y a que 2 voies possibles. Et la voie que nous préconisons, c'est la voie de gauche, contrairement à la voie de droite. La voie de droite, c'est la voie du racisme, de la haine, de la violence, de la xénophobie. Comme la dernière crise financière, c'est ce qui s'est passé. Et nous proposons la voie de gauche, la voie de l'émancipation, la voie de la démocratie, la voie de la solidarité, la voie de l'humanisme. C'est le programme, c'est l'esprit du programme que porte Jean-Luc Mélenchon et que nous portons tous ici, les insoumis de Lozère et d'ailleurs. Alors, pour sortir de cette crise, nous avons bien compris que ces solutions humanistes de gauche reposent sur un triptyque qu'on ne peut pas dissocier, c'est la question écologique, la question sociale et la question démocratique. Les 3 étant liés. Il faut bien que pour les nécessités de l'exposé, je commence par une, mais je les exposerai toutes les 3. Alors j'ai fait le choix de commencer par la question écologique et environnementale. Non pas parce qu'elle est plus importante que les autres, un peu oui. Parce que par rapport à la question sociale, il ne sert à rien, ou il ne servira à rien d'avoir un beau code du travail, d'avoir de bonnes conditions sociales, d'avoir des bons salaires, ou d'avoir une constitution démocratique parfaite, si l'écosystème étant détruit, l'humanité disparaît de la planète.
Je veux dire, sur le Titanic, ça ne servait absolument à rien d'avoir des jolis costumes et des beaux bijoux. Donc aujourd'hui, pour pouvoir passer aux étapes suivantes, il faut d'abord préserver l'écosystème qui permet la vie humaine sur Terre. Et pour ce faire, comme le climat est déjà déréglé de manière irréversible, déjà actuellement, et pour ce faire, il faut éviter de rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en allant en chercher sous terre. Alors tout ce qui est énergie carbonée, nous allons l'arrêter. L'arrêter. Pétrole, charbon, gaz, parce que ça suffit. Donc, d'une façon générale, toutes les recettes, les énergies fossiles doivent stopper pour arrêter et inverser cet effet de serre. Mais d'une façon plus générale, ça ne sera pas simplement les énergies carbonées, ça sera tout ce qui relève de l'extractivisme, c'est-à-dire d'aller chercher des énergies fossiles, parce que par définition, elles sont limitées sur la planète. Et qu'on ne peut pas concevoir une croissance infinie sur une planète finie. Voilà. Et donc, l'uranium, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, est aussi une matière fossile dont il faut absolument sortir. Première raison. Deuxième raison pour laquelle il faut en sortir, c'est que nous ne savons pas gérer les déchets nucléaires. C'est extrêmement dangereux. Fukushima, c'est pas vieux. Et puis, comme il se trouve qu'en France, parce qu'on les cumule toutes, nous avons, je ne parle pas de la centrale de Fessenheim, qui, elle, sera fermée le lendemain de l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Ça, il n'y aura pas photo. C'est tout de suite. Non pas fermé, mais le processus de fermeture enclenché, parce que pour fermer une centrale nucléaire, il faut un peu de temps. Ça, je ne parle pas de la centrale de Fessenheim. Je parle de la centrale de Blaye, à côté de Bordeaux. Je disais tout à l'heure que le climat se déréglant, la mer monte. La centrale est au bord de la mer. Fukushima, c'était ça. Et on a un Fukushima en puissance, là au bord. Et encore, il y a des gens qui nous expliquent qu'on va pouvoir continuer, on va pouvoir sécuriser. C'est pas grave. C'est surréaliste. Donc nous allons enclencher immédiatement la sortie des énergies carbonées et du nucléaire pour nous engager résolument dans les énergies renouvelables et écologiquement compatibles. Mais pour ce faire, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire cette transition énergétique à consommation constante. Il faudrait, nous préconisons le scénario négawatt, je ne sais pas si le connaissent, où avant de parler de diversification de sources d'énergie et de changement de sources d'énergie, il y a deux étapes préalables qu'il nous faut absolument remplir. Premièrement, la sobriété énergétique. Il faut arrêter de gaspiller l'énergie. Je pense en particulier aux enseignes lumineuses de publicité la nuit. Je pense à ça. Mais il n'y a pas que ça. Les transports inutiles. Tout le monde connaît l'exemple des tomates d'Espagne dont on va faire la sauce en Hollande et les tomates de Hollande dont on va faire la sauce en Espagne. Les transports inutiles, tout ce qui est inutile. Faire la chasse à ça. Une fois que nous aurons baissé la consommation de l'énergie et que nous aurons fait les économies partout où on peut les faire pour le bien-être de la planète et pour notre bien-être à nous, avant de passer à l'étape de transition, il y a une étape intermédiaire. C'est l'efficacité énergétique. Il faudra lancer un plan d'investissement pour faire en sorte, par exemple, que les bâtiments d'habitation ne soient plus des passoires énergétiques. Voilà. Qu'au moins qu'on ne gaspille pas l'énergie de ce côté-là. Et quand on aura fait ces deux étapes-là, l'étape de la sobriété, l'étape de l'efficacité, après, et après seulement, nous engagerons le processus de chercher des énergies autres, comme l'hydrolien, l'éolien, la géothermie. Il y a assez d'énergie. L'énergie est liée. L'énergie de la mer en elle-même, elle est suffisante. Nous avons les techniques pour le faire, pour aller la capter. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Coup de chance, nous l'avons. Les insoumis, nous l'avons. Et on va le mettre en œuvre. Parmi les autres points sur l'environnement, on pourra y revenir, mais il y a une autre question qui nous semble primordiale, parce que nous sommes ce que nous mangeons, c'est la question de la transition de la politique agricole. Je ne vais pas m'y étaler trop longtemps, parce que s'il y a des questions dans la salle, Claude Soudan y répondra, mais nous avons actuellement une agriculture qui ne peut plus durer, quoi. Hein? On tue les agriculteurs, un suicide et demi par jour, merci le Crédit Agricole. Elle empoisonne les consommateurs, on martyrise les animaux et on détruit l'écosystème. Bon, il va falloir changer ça, et d'urgence. Mais pour faire tout ça, pour faire ce changement de politique agricole, bon, inutile de vous dire aussi que les OGM, hein, c'est fini. Hein, les OGM dans les assiettes, c'est fini. Hein. Les poulets chlorés, le bœuf aux hormones, des Américains, ils se le garderont. Nous, ici, il n'y en aura pas. Mais par contre aussi, si nous ne voulons pas les poulets chlorés des Américains, nous nous interdirons
de subventionner nos poulets en France pour aller ruiner les paysans en Afrique. Vous voyez? Production, circuit court, partout. Donc, pour faire cette transition, pour former les investissements gigantesques qu'il faudra faire pour les nouvelles machines, les hydroliennes, les éoliennes, tout ça, pour faire la formation de tous nos ingénieurs et de tous nos techniciens, pour transformer les infrastructures. Par exemple, un port, au lieu les ports actuels qui actuellement sont conçus pour décharger du pétrole, eh bien demain il faudra qu'ils soient conçus pour mettre des hydroliennes à la mer. Donc il faut changer plein de choses. Donc de la même façon que pour l'agriculture, il nous faudra des paysans supplémentaires. Il nous manquera du monde. Nous allons créer des emplois de ce côté-là. Sauf qu'un paysan, c'est un emploi qualifié. Ce n'est pas un paysan, on ne le trouve pas en 2 jours, 15 jours. Là. Il faudra du temps pour les former. Donc il y a un effort de formation gigantesque. Donc pour ces investissements, on comprend bien qu'on va être obligé d'aller piocher dans les réserves de ceux qui se gavent aujourd'hui sur l'économie, à savoir les actionnaires. Les bénéfices, le fruit du travail humain que nous faisons, il faudra bien faire le choix qu'il arrête d'aller d'une manière stérile chez les actionnaires pour être restitué au service de l'intérêt général. Donc à un moment donné, il faudra bien parler de partage des richesses. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la question écologique ne peut pas être traitée séparément de la question sociale. Les deux ont les mêmes ennemis, le CAC 40, que ce soit Total, Michelin, c'est les mêmes. Donc ils sont les ennemis à la fois de l'environnement et à la fois de la question sociale. Catastrophe écologique et désastre social ont les mêmes causes. Et on ne peut pas résoudre l'un sans l'autre. Là, je ferai une petite digression. Regardez, nos amis, sans vouloir donner de leçons à personne, nos amis d'Amérique du Sud, je parle de la Bolivie, le Venezuela ou l'Équateur, qui, pour répondre à l'urgence sociale qui était criante, qui était terrible, pour soigner ne serait-ce que les dents, pour soigner les maladies infantiles, la mortalité infantile qui était terrible, ils ont tellement omnubilé, et on comprend pourquoi, par la question sociale, qu'ils ont un peu négligé la question écologique. Ils ont même pensé, dans un premier temps c'était légitime, pouvoir financer la question sociale en faisant de l'extractivisme, en vendant du pétrole, en vendant de l'uranium, tout ça. Et à un moment, c'est bien, comprenez bien, je ne donne pas de leçons, mais on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, où on règle la question sociale en oubliant la question écologique, on arrive à des difficultés politiques, c'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Donc, nous sommes prévenus, à la France insoumise, nous n'allons pas tomber dans ce travers. Alors, sur la question sociale, bon, on va commencer, on va faire court. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas photo, on va abroger la loi El Khomri. Voilà. On va l'abroger. Et à ce moment-là, je ne peux pas résister à exprimer une certaine colère que je vais vous faire partager, en essayant de rester poli. C'est que la semaine dernière, au Sénat, nos amis du groupe communiste, les sénateurs du groupe communiste, ont déposé une proposition de loi pour abroger la loi El Khomri. Nous en avons tous rêvé dans les manifs, rappelez-vous. La droite regarde et dit on ne participe pas au vote. Et ils sortent de la salle, ils se mettent en stand-by, ils ne participent pas au vote. Il ne restait donc pour voter que les sénateurs communistes et les sénateurs socialistes. Naturellement, les sénateurs communistes ont voté contre, enfin ont voté pour l'abrogation de la loi, contre la loi, comme Khomri. Eh bien, devinez ce qu'ont fait le Parti socialiste, j'allais dire nos amis. Et ils ont voté pour, tous. Et là, il n'y avait pas de 49.3 pour les forcer. Ils n'avaient pas le prétexte ou l'alibi du 49.3, de leur plein gré. Et parmi ces messieurs, il y avait Alain Bertrand, là. Vous savez, celui qui fait croire qu'il est de gauche, là, Amande. Oui, lui, il a voté, là. Et personne ne lui a tordu le bras. S'il y a des électeurs socialistes, quand vous en rencontrerez, dites-le leur. La porte est ouverte à la France insoumise. Tout le monde peut venir, mais le ticket d'entrée, c'est quand même d'être un peu de gauche, quand même, et de refuser la loi El Khomri. C'est le seul ticket d'entrée. On ne demande pas aux gens d'où ils viennent, mais il faut quand même être de gauche. Et ne pas tomber dans cette forme d'hypocrisie et de duplicité qui est quand même assez intenable, et qui est quand même assez... voilà, je n'en dis pas plus. Alors, sur la question sociale, je parlais du partage des richesses. Donc,
dans le programme de l'avenir en commun, ici, il est exprimé tout un certain nombre de mesures. On va faire ci, on va faire ça. Là. Alors chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours « et comment vous allez le payer ? Et comment vous allez faire pour financer ? Et combien ça coûte ?» Bon, alors on va régler ça d'emblée. Je vais dire combien ça coûte. Ça coûte 200 milliards par an. Alors ces 200 milliards, d'où je les sors, c'est parce que depuis 35 ans, à force d'exonération par-ci, de cadeaux fiscaux par-là, d'allègement de cotisations ou de charges par-ici, de niches fiscales par-là, de ceci ou de cela, il y a 10 points du PIB de la France qui sont passés des poches du travail à celles du capital. 10 points. C'est-à-dire qu'à travers les retraites, moins de services publics, moins de remboursement des soins médicaux, vous voyez, des allègements de ceci, de cela, au point qu'aujourd'hui, plus on est riche, moins on paye d'impôts, vous voyez, tout ça. 10 points qui sont passés du travail vers le capital. 200 milliards. Et bien avec ça, nous allons les reprendre dans l'autre sens. Et donc toutes les mesures que je vais exposer et qui ne sont pas exhaustives ne sont que des méthodes techniques pour rapatrier les 200 milliards qui nous ont volés. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va augmenter le SMIC. Déjà, on va commencer par là. Puis après, on va remettre une loi fiscale avec 14 tranches et au-dessus de 400 000 euros, on prend tout. Alors là, permettez-moi une digression, moi je ne suis pas d'accord. Si je suis député, je déposerai un amendement pour dire que 400 000 c'est encore trop et je le baisserai un peu. Voilà. Ça, dans le programme, c'est ça. Hein. Mais moi, si je suis député, ça sera encore un peu moins parce que je trouve qu'à 400 000 euros par an, on peut quand même on peut aller un peu en deçà. Hein, on peut en prendre. C'est-à-dire que si, au lieu de prendre les 200 milliards, si c'est moi, on en prendra peut-être 220 ou 230. Hein. Ouais. Donc, on a de la marge. En plus, c'est un argent qui nous appartient. On n'a pas à s'excuser d'aller le chercher, ou tout ça. C'est à nous. C'est nous qui l'avons gagné, c'est pas eux. Alors, pour reprendre cet argent, nous allons aussi remettre la retraite à 60 ans pour tout le monde. Tout de suite. Et sans décote, naturellement. Nous allons aussi stopper l'austérité dans les collectivités territoriales. Pas possible, ça. On ne comprend pas. Quand on voit que certaines municipalités, pour payer les services minimums à la population, le département de la Lozère lui-même, qui est obligé de faire des choix, je l'écoutais encore lundi dernier au vœu de Madame la Présidente, on sent bien que, votez pour nous, l'austérité, il n'y en aura plus, on sait où est l'argent, nous avons les noms et les adresses, nous irons le chercher. La sécurité sociale intégrale, 100%, pour tout. Pour tout. Vous voyez, on est encore dans les clous, là, 200 milliards par an. On peut le faire. Et d'ailleurs, on peut le faire tellement bien que c'est déjà quasiment le cas à Strasbourg, en Alsace-Moselle, c'est le cas, le système bismarckien. Nous allons généraliser à la France entière en l'améliorant, c'est-à-dire en passant de 90% comme c'est en Alsace-Moselle, en 100%, le modèle qui existe en Alsace-Moselle. Nous allons importer ce modèle-là à la France entière. Par contre, pour le concordat, on va faire l'inverse. On va supprimer le concordat en Alsace-Moselle. Vous voyez, on va faire du nivellement par le haut, pas par le bas. Nous allons faire aussi, alors là on est un peu léger, sur l'éducation nationale. Sur l'éducation nationale, d'abord nous allons aussi, même si c'est une question financière, abroger la loi Carle, qui oblige les collectivités territoriales à financer l'enseignement privé. Voilà, ça sera fait. Ce qu'on va faire aussi, parce que j'avais, donc naturellement ça suppose embaucher les professeurs, augmenter la qualification et améliorer notablement la qualification des professeurs, des instituteurs, réduire le nombre d'élèves par classe et rétablir non seulement la carte scolaire, mais donner à la carte scolaire les moyens d'être rétablie sans que ce soit une contrainte. C'est-à-dire en rétablissant l'égalité sociale le plus vite possible, de telle sorte de ne pas obliger l'école à assumer toute seule la tâche immense de compenser les inégalités sociales. Ce n'est pas sa tâche. L'école, elle est là pour fabriquer les êtres humains et émanciper les humains. En politique comme ailleurs, le rapport de force, ce n'est pas un gros mot. Donc je pense que l'Europe, nous pourrons faire en sorte de nous extirper de ce carcan d'austérité, d'antidémocratie et de pouvoir de pouvoir faire en sorte que tous les points qui sont incompatibles ou qui contredisent ce projet politique, eh bien, on va les éjecter, on va les contourner, on va les arrêter.
Et alors en même temps, là aussi, c'est un deuxième point sur lequel je suis en désaccord avec le programme, vous voyez, je vais vous le dire. Il est prévu dans le programme de faire un référendum pour voir si on sort des traités européens, si on désobéit ou pas. Il est prévu de faire un référendum. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse un référendum. Ah non, non. Moi, je considère, mais si je suis député, voilà ce que je dirais. Je déposerai un amendement dans ce sens. Je dirais qu'il se trouve que le traité européen qu'on nous oppose, nous avons répondu non en 2005 dans les urnes. Donc le traité qu'on nous oppose, nous avons déjà voté. Il est déjà illégitime par lui-même. Alors on n'a pas besoin de revoter pour savoir si on est d'accord toujours avec... Voilà. Le traité européen, nous avons dit non. Ils nous l'ont imposé de force. Dans un premier temps, on leur dit poliment qu'on ne le veut pas. Et dans un deuxième temps, on leur dit, écoutez, après tout, on a voté non. Nous avons le cadre démocratique et la légitimité démocratique pour le refuser, et nous le refusons. Point barre. Voilà. Mais comme nous sommes polis, probablement que Jean-Luc Mélenchon est un type qui a meilleur caractère que moi, alors lui, il va demander un référendum. Et bien, ma foi, je vous invite à voter pour faire en sorte que les traités européens ne soient pas un obstacle à l'application de notre programme. Voilà un peu ce que je voulais dire pour introduire ce débat. Naturellement, il reste beaucoup de questions. S'il y en a, on essayera de répondre dans la mesure de nos moyens. S'il n'y en a pas, eh bien, on vous invitera à aller sur Internet pour consulter les questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Et puis aussi, de faire en sorte que si vous avez des idées ou des propositions qui sont soit des oublis dans le programme tout, allez-y. Le programme est quelque chose qui est ouvert, qui est vivant et qui continue d'évoluer au gré de l'actualité de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Je vous remercie.